Aujourd'hui, l'équipe d'Éclat de Lire se rend à la Ravoire, en Savoie, près de Chambéry. C'est au lycée du Granier que nous nous installons pour ce nouvel épisode. Un établissement important qui compte 1500 élèves répartis en 52 classes et 3 BTS. Dans ce nouveau numéro, Charlotte et Léa ont décidé de présenter un fleuron de la littérature française, Le Petit Prince, tandis que le binôme Lucie et Camille s'intéressent au roman Contact. Bonjour. Bonjour Samuel. Merci de nous accueillir dans ce bel établissement qui date de quand? Alors il date de 1992 des Jeux Olympiques. Nous avons une particularité, la classe de première et terminale sciences et techniques du tertiaire, ST2S donc, qui est la seule du département. D'accord. L'option danse, l'option art plastique, en enseignement d'exploration ICN, innovation et création numérique par exemple. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis en seconde 6, j'habite à Montmélian et aussi à Sainte-Foy. Je m'appelle Léa, j'habite à Lesso, je suis en seconde 6. Je m'appelle Florence Jouet, je suis professeure de français au lycée du Granier à la Ravoire. Je vais vous présenter Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ça parle d'un aviateur, donc l'auteur qui parle d'un accident qu'il a eu dans le Sahara et qui rencontre le petit prince qui va lui raconter ses aventures, ses rencontres et son départ de sa planète où il laisse ses 3 volcans et sa rose. On peut le voir comme un conte, on peut le voir comme un conte philosophique, ça finalement ça rappelle un peu Candide qu'on fait chez les plus grands. Ça peut être aussi vu comme un récit de voyage tout simplement, un récit initiatique, un roman d'apprentissage, ça a vraiment de multiples facettes. Quand tu lis le livre, c'est tellement bien écrit, tellement tout est calculé que du coup, lorsqu'il voyage, le petit prince, lorsqu'il raconte ses aventures, tu voyages un peu avec lui et c'est comme si tu étais son ami, que tu étais à côté et que tu le suivais et que tu voyais exactement ce qu'il avait vécu. Ce qui est très agréable, c'est que les dessins sont de l'auteur et qu'ils sont inclus dans l'histoire. Et ça lui donne un côté, alors peut-être pas bande dessinée, mais un côté ludique et agréable. À mon avis, il peut s'adresser autant aux enfants qu'aux adultes parce qu'il y a plein d'illustrations qui aident à suivre l'histoire et le vocabulaire est assez simple. Et en même temps, il y a beaucoup de phrases philosophiques qu'on peut comprendre qu'en étant adulte. C'est mon livre préféré. Donc du coup, je l'ai lu une trentaine de fois. Parce que du coup, je connais les passages, il y a certains passages, je les connais du coup assez bien. Parce que en fait, c'est tellement bien écrit, tellement émouvant, que c'est comme une poésie et on l'apprend. Je pense qu'à chaque fois qu'on relit le livre, on peut le voir d'une façon différente. Et que tout le monde peut prendre plaisir à le lire, tout le monde peut associer le livre un peu à sa vie, comment on fonctionne. À chaque fois qu'on lit, on apprend quelque chose qu'on n'avait pas lu la fois précédente. Moi, à chaque fois que je le lis, je découvre quelque chose que j'avais pas lu la fois précédente et du coup, j'essaye de découvrir ce que j'avais pas compris. Et c'est une recherche à chaque fois qu'on le lit. La première fois que je l'ai lu, j'ai trouvé ça assez heureux comme histoire, l'histoire d'un petit garçon qui se promène sur les planètes. Mais la deuxième fois, la fin m'a paru assez triste et ça m'a beaucoup touchée. Parce que le petit prince, il se sépare de son ami le renard, donc c'est un moment assez touchant. Mais en même temps, il va rejoindre sa rose, donc on se dit que c'est un beau moment. Après, au niveau des morales, il y a aussi de multiples morales, c'est-à-dire que soit on reste à la morale première, la morale du renard, soit on voit... par exemple, on peut comprendre que l'homme adulte est voué à l'amertume s'il ne retrouve pas sa part d'enfance. Ça peut être aussi la recherche de pouvoir à travers le personnage du roi qui est tout seul sur sa planète. La recherche de pouvoir est liée et vouée à l'échec et au malheur. Le Petit Prince, il m'a fait réfléchir sur le lien qu'on peut créer entre des personnes. Parce que même si elles sont loin, on peut quand même penser à elles sans qu'on se rende compte vraiment qu'on les aime. Et je pense que c'est assez important. Finalement, tous les adultes sont critiqués dans ce livre, ou sont remis en question. On a l'impression que quoi qu'on fasse, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, c'est source de refermement, de repli sur soi, et que finalement, la seule valeur qui porte, c'est l'ouverture aux autres. Et ça, c'est positif, parce qu'on peut tous y arriver. Je conseille vraiment de lire, ça peut apporter un chouette moment dans notre vie. C'est une lecture qui rend heureux. C'est un livre, à mon avis, intemporel.
Le Petit Prince est un incontournable classique de la littérature française. Récit poétique et philosophique aux apparences de contes pour enfants, c'est l'œuvre la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry. Avec un langage plein de simplicité, pour être compris des enfants, le narrateur véhicule nombre de symboles où chaque chapitre, qui relate une rencontre du Petit Prince avec l'absurdité des grandes personnes, devient une allégorie aux allusions et sous-textes saisissants de lucidité. L'ouvrage est publié avec les propres aquarelles de l'auteur et ses illustrations font partie intégrante du texte et renforcent une pureté et une profondeur qui restent les qualités principales de l'œuvre. Un conte plein de charme et d'humanité qui devint rapidement un immense succès mondial, vendu à plus de 134 millions d'exemplaires. Les adaptations et déclinaisons ne se comptent plus et il s'agit ni plus ni moins que du second ouvrage le plus vendu au monde après la Bible. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry est un écrivain, poète, aviateur et reporter français. S'orientant d'abord vers les beaux-arts et l'architecture, il devient pilote durant son service militaire et rejoint ce qui deviendra l'aéropostale. S'inspirant de ses expériences d'aviateur, il publie ses premiers romans et décide de se consacrer au journalisme avec de grands reportages au Vietnam, à Moscou ou encore en Espagne. Des voyages qui nourrissent ses réflexions sur les valeurs humanistes. Durant la Seconde Guerre mondiale, il deviendra l'une des voix de la résistance, mais le 31 juillet 1944, il disparaît en mer Méditerranée lors d'une mission aérienne de reconnaissance photographique. Son avion n'est retrouvé que dans les années 2000 au large de Marseille et la mort de l'auteur reste encore aujourd'hui entourée de mystères. Bonjour, je m'appelle Lucie Rosset, je suis en terminale scientifique au lycée du Granier à la Ravoire. Je m'appelle Camille, je suis en terminale S. Laurence Janin, je suis documentaliste au lycée du Granier à la Ravoire. Je vais vous parler aujourd'hui du livre Contact de Carl Sagan. L'histoire, c'est une chercheuse en radioastronomie qui découvre un jour par hasard un signal radio venu de l'espace et qui a visiblement été envoyé par une civilisation intelligente. Du coup, elle se lance dans le déchiffrement de ce message et il se révèle que ce sont les plans d'une machine qui, une fois construite, emmènera sans doute ceux qui ont été choisis pour aller à l'intérieur rencontrer cette civilisation extraterrestre. Les thématiques sont très nombreuses et je pense que chaque lecteur priorise en fait sa piste de lecture. On a une piste scientifique un petit peu complexe. On a une piste historique aussi assez détaillée puisqu'on est à la au milieu de la guerre froide. Et on sent que les choses peuvent s'arranger entre les deux blocs. On ne sait pas exactement quelle direction ça va prendre, mais un espoir est là. Donc on peut privilégier cette piste-là. On a aussi une piste humaniste très forte, une réflexion assez longue sur les religions, le rapport de l'homme au temps, à l'environnement. Le livre, je l'ai trouvé peut-être un peu long. Il y a quelques passages qui pourraient peut-être être un peu éludés ou raccourcis en tout cas, mais il y a certains passages qui sont aussi très intéressants. Et je me rappelle d'un chapitre qui est autour des chapitres 10, 11, où c'est carrément un passage de philo entre la science et la religion. Donc ils débattent des aspects véridiques ou fondamentaux de la science ou de la religion. Et c'est très intéressant, parce que moi je me situe carrément du côté de la scientifique. Donc ça m'a pas mal intéressée, d'autant plus qu'en terminale on découvre un peu la philosophie, donc c'est intéressant. On sent clairement que l'auteur essaye de faire passer un message d'unité, puisque dans le livre, la machine, le message vont être quelque chose qui va permettre l'unité des pays dans un même projet commun. Il essaie de nous faire passer le message qu'on ne doit pas se voir comme français, anglais, américains, mais comme des terriens, les habitants d'une même terre, une forme d'universalité. Je l'ai lu très récemment sur le conseil des élèves. C'est un livre qui n'est plus disponible en librairie, il n'est plus édité, donc il faut le chercher un petit peu ailleurs. Je pense que le public qui le lit actuellement est un public d'initiés ou qui bénéficie d'un bouche à oreille. Il est un petit peu méconnu, ce qui est fort dommage puisqu'il y a des thèmes très actuels. Puisqu'on a deux héroïnes, donc une place importante est faite aux femmes et l'une des héroïnes est la présidente des USA. J'ai beaucoup aimé l'approche que le livre a de traiter son sujet. Ce n'est pas un livre d'action, de science-fiction comme on a l'habitude d'en lire, puisqu'il a une approche scientifique vraiment très réaliste du sujet. Il se concentre moins sur tout ce qui est déchiffrement du message,
construction de la machine que sur les implications que ça peut avoir au niveau politique, au niveau social. C'est un bon livre de vulgarisation scientifique et c'est un bon livre pour traiter de l'humanité de manière générale en fait. Parce que, ouais, il y a des passages très beaux. Par exemple, toute la collaboration entre les pays alors qu'on est dans la guerre froide, entre l'URSS et l'Amérique, le Japon aussi, mais également l'Inde, etc. C'est assez intéressant de voir leur collaboration pour un projet qui les dépasse en fait et qu'on ne reste pas au niveau de la guéguerre entre les humains en quelque sorte. Je pense que ce roman qui parfois glisse vers l'essai est plus destiné à un public d'élèves scientifiques, du fait de ses développements un petit peu longs, à un public qui réfléchit en fait aux questions d'aujourd'hui, à ce que va devenir la Terre, aux relations entre les hommes sur Terre aussi. La fin est bien amenée, je trouve que la révélation autour des extraterrestres, de ce qu'ils sont, pourquoi ils nous ont envoyé ce message, est plutôt sympathique et ça ne déçoit pas trop les attentes qu'on aurait pu avoir tout au long du livre. À la fin, on se sent à la fois... On a beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements qui nous passent par la tête. On a envie d'en parler avec d'autres parce que trop de questions presque sont soulevées. Le livre ne se finit pas vraiment, à mon avis, ce qui laisse une ouverture. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas un de mes préférés, mais c'est un livre que j'ai trouvé vraiment sympathique. L'histoire était intéressante, captivante, et puis la manière de raconter, c'était quelque chose d'assez original qui m'a beaucoup plu. En fait, c'est un roman humain, ce livre. Contact est une fresque spectaculaire sur le premier contact avec une vie extraterrestre. Parmi les nombreux domaines abordés par l'auteur, propos central, la foi. En la science et ou en Dieu, les deux étant mis en parallèle de façon subtile et interrogés intelligemment. Crédible et très documenté, Contact instruit et interroge tout à chacun, néophyte, scientifique et idéaliste. L'ouvrage reçoit en 1986 le prix Locus du meilleur premier roman et sera porté à l'écran en 1997 par Robert Zemeckis, connu pour sa trilogie Retour vers le futur, avec Jodie Foster dans le rôle principal. Lors de sa sortie, cette adaptation cinématographique, qui a obtenu plusieurs nominations et prix, ravive l'intérêt pour le livre qui reste parmi les meilleures ventes du New York Times durant plusieurs semaines. Carl Sagan est un scientifique et astronome américain. Il est l'un des fondateurs de l'astrobiologie et initiateur du programme SETI de recherche d'intelligence extraterrestre, mis en scène dans son roman. Connu pour son scepticisme et ses œuvres de vulgarisation scientifique, il a contribué à la plupart des missions automatiques d'exploration spatiale du système solaire. On lui doit notamment l'idée de la plaque de Pioneer, cette bouteille à la mer interstellaire embarquée à bord de sondes spatiales et représentant un message pictural universel de l'humanité à destination d'éventuels extraterrestres. Atteint de myélodysplasie, Carl Sagan meurt d'une pneumonie à l'âge de 62 ans, après avoir largement marqué sa discipline. Un astéroïde porte son nom et une mission martienne a emmené avec elle, en 2007, son message audio destiné aux futurs martiens. Une légère rumeur d'excitation se mit à parcourir la salle de contrôle. Le visage d'Ellie elle-même laissa un instant échapper l'ombre d'une émotion profondément ressentie. Mais elle reprit tout de suite une expression plus sobre, dans la crainte de se laisser entraîner, d'être ridicule et de manquer de rigueur scientifique. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu.